Merci. Très bien, merci. Ben, merci pour l'invitation, merci pour l'accueil, et puis merci pour votre audace. Oser finir par un historien. Euh, oui, je vais vous parler de l'assistance publique de Paris. En fait, effectivement, il faut que je précise un peu de quelle institution il s'agit. Il s'agit de cette institution qui est le service en fait départemental d'assistance à l'enfance pour le département de la Seine. On le résume en général à Assistance publique de Paris, mais c'est bien une institution qui a les mêmes, finalement, la même vocation que les différents services départementaux de protection de l'enfance, qui sont donc les ancêtres lointains de l'aide sociale à l'enfance. Alors, je vais vous parler de la période de la Troisième République et j'ai intitulé l'intervention l'assistance publique de Paris et l'adoption de ses pupilles dans l'entre-deux-guerres. Alors, ça n'est pas une étourderie d'historien de parler de l'entre-deux-guerres et d'adoption, alors même que cette entre-deux-guerres, pour une bonne partie, il n'y a pas d'adoption de mineurs possible aux yeux de la loi, puisque c'est seulement en 1923 que ce sera possible. Néanmoins, et c'est un des points que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est de voir que la question de l'adoption, avant même la loi de 1923, est au cœur des réflexions de l'assistance publique, c'est-à-dire de ce service qui recueille les enfants abandonnés, orphelins et enfants trouvés. Voilà, donc c'est un peu le programme de l'intervention. Alors, quelques précisions sur cette assistance publique pour que vous compreniez un peu l'univers et l'enjeu. L'assistance publique de Paris recueille à peu près, sur la période de la Troisième République, chaque année entre 3 000 et 5 000 enfants. L'essentiel sont des enfants abandonnés, mais voilà, c'est donc un flux quand même assez constant et assez conséquent. Ce qui fait que, en termes de population, cette assistance publique de Paris a sous sa tutelle environ 40 à 50 000 pupilles sur la période. Donc voilà une population infantile extrêmement importante. Et donc effectivement, la question de savoir qu'est-ce qu'on fait de ces enfants une fois qu'ils ont été confiés à l'institution est une question qui est évidemment cruciale. Alors, l'assistance publique a répondu très tôt à cette question en disant bah, le modèle, c'est en quelque sorte adapté à l'époque, mais c'est le modèle qui était prôné déjà à l'époque de Vincent de Paul, c'est-à-dire le placement en famille nourricière. Hein, l'envoi des enfants qui sont recueillis dans ce qu'on appelle donc, des familles nourricières. Hein, on trouve pas, plusieurs termes pour les désigner, les nourriciers. Parfois, on voit déjà le type de famille d'accueil utilisé pour ces familles. Alors, qui sont-elles? Bah, c'est des familles qui sont à la campagne, euh, la plupart du temps recrutées parmi la paysannerie modeste et qui sont payées par l'assistance publique de Paris alors payer, c'est toute ambiguïté, c'est-à-dire que parfois on parle du salaire nourricier et parfois on parle de la pension qui est versée pour les enfants. Je parle d'ambiguïté parce que c'est vrai qu'on voit bien dans l'idéologie de l'assistance publique qu'elle est elle-même ambiguë vis-à-vis de ces familles nourricières. Si on considère qu'elle leur verse un salaire, c'est-à-dire qu'elle attend d'eux qu'ils se comportent comme des salariés, des employés, et effectivement, elle les emploie pour s'occuper d'un enfant, quitte à parfois, lorsque ça ne donne pas satisfaction, de changer l'enfant de placement. Et en même temps, on peut parler de pension parce que c'est une aide qui est apportée pour que la famille s'occupe du pupille comme si c'était un de ses enfants. Et c'est bien, on le voit très clairement, c'est dans la loi du 27 juin 1904, c'est dans les règlements successifs du service des enfants assistés de la Seine, qu'on attend de ces familles nourricières qu'elles se comportent comme des familles adoptive. Le terme est utilisé et on trouve même chez les commentateurs, chez les juristes qui commentent les textes législatifs et réglementaires qui régissent la protection de l'enfance à l'époque, on voit qu'ils consacrent le terme de modèle adoptif pour parler de ce que moi, en tant qu'historien, je préfère qualifier de modèle nourricier, hein, puisque c'est plus conforme en fait aux pratiques qu'on observe dans les archives. Alors ces archives, justement, j'en dis un mot, puisque c'est le passage obligé des historiens, voilà, vous osez les inviter, eh bien, ils doivent vous parler de leurs archives. C'est le prix à payer. Alors les archives, bah, c'est la littérature grise de l'administration, comme on dit, c'est-à-dire tous ces rapports accumulés par une administration que certains de mes collègues qualifient parfois de graphomane. C'est vrai qu'elle écrit beaucoup, cette administration, mais surtout elle conserve beaucoup. Donc on a énormément de documents pour retracer l'histoire de ces pratiques et des enfants qui sont accueillis. D'autant plus que s'ajoute à cette littérature parfois un peu aride les dossiers individuels des enfants concernés
et dossiers qui sont là encore conservés avec soin depuis le 19e siècle et qu'on peut consulter aux archives départementales. Et voilà. Alors, ces dossiers, évidemment, il est difficile d'y trouver les enfants qui vont être concernés par les questions d'adoption, parce qu'il n'y a pas à ma connaissance, il n'y a pas de liste établie par l'assistance publique à l'époque qui permet de piocher directement, d'accéder directement aux dossiers d'enfants qui ont été concernés à un moment de leur existence par cette question de l'adoption. Donc, il faut y aller avec courage, méthode, et puis faire un dépouillement systématique pour trouver parmi ces dossiers ceux effectivement où la question de l'adoption s'est posée à un moment ou à un autre. Bien, alors voilà pour la présentation de l'institution, voilà pour la présentation de mes sources, et maintenant je voudrais vous parler de l'adoption avant l'adoption, si j'ose dire, c'est-à-dire de comment se pose la question de l'adoption des enfants de l'assistance aux yeux de l'administration avant la loi de 1923. Ça me paraît essentiel parce que, comme je l'ai dit, il y a un modèle nourricier que l'on assimile à l'époque dans les discours à un modèle adoptif, au sens où on attend une sorte de désintéressement de ces familles. Il faudrait qu'elles agissent par attachement, par affection pour les enfants qui leur sont confiés, alors même qu'en réalité, elles sont payées pour remplir ces missions. Et donc, c'est là, effectivement, l'ambiguïté dont j'ai parlé. Mais ça va plus loin parce qu'en réalité, quand on regarde ce qui fonde les différentes lois de protection de l'enfance, qui sont nombreuses dans la période 1874-1904, il y a une grande œuvre législative autour de la protection de l'enfance. C'est là qu'il y a les premières grandes lois qui sont faites. Et c'est là où toutes les possibilités sont ouvertes en matière de prise en charge, puisqu'on est en train de constituer en quelque sorte les règles de cette assistance à l'enfance. Une des questions qui a été envisagée dans la décennie 1880, dans cette décennie où on légifère beaucoup sur la question, c'était la possibilité de permettre que les enfants abandonnés soient, par contrat, confiés à des familles qui seraient volontaires et qui recevraient la puissance paternelle, autrement dit, qui recevraient la tutelle à la suite d'un contrat passé avec la famille qui abandonne. Cette solution est écartée. Lorsque la loi de 1904 est adoptée, on a entièrement écarté cette possibilité. Et la raison en est que ceux qui portent la loi sur l'assistance à l'enfance estiment que la tutelle des enfants qui ne sont plus dans leur famille, qui pour une raison ou une autre ne sont plus élevés par leurs parents, ne peut pas aller à quelqu'un d'autre que l'État. C'est l'idée que seul l'État peut assurer la tutelle défaillante des parents. Pour reprendre le mot d'un des grands réformateurs de l'époque, Paul Strauss, la puissance maternelle n'est pas dans le commerce des hommes. Voilà le mot qui veut dire quoi? Qui veut dire que cette tutelle, on ne peut pas en faire commerce, et donc c'est forcément seule la puissance tutélaire de l'État qui peut s'exercer à ce moment-là. Et donc ça pose d'emblée la question ça donne d'emblée l'impression que on a une assistance publique qui, par principe, est hostile à l'idée même qu'on puisse confier la puissance paternelle, inscrire dans une nouvelle filiation des enfants qui sont aux charges de l'État. Alors, la réalité est plus complexe, en fait, parce que si on voit ces réticences de principe comme étant au cœur de l'idéologie et de ce modèle nourricier de l'assistance publique, eh bien, en réalité, quand on s'intéresse aux pratiques, on voit que malgré tout, il y a des formes, je ne sais pas comment il faut les appeler, des formes de placement qui dérogent un peu à ces grands principes. En réalité, quand on regarde le sort de ces pupilles, dans leur immense majorité, ils sont effectivement confiés à ces familles nourricières à la campagne, qui touchent une pension jusqu'aux 13 ans de l'enfant. Et puis ensuite, l'enfant est très souvent placé en apprentissage ou placé à gage, il se met à travailler. Et là, la pension s'arrête. L'enfant, par son travail, subvient à ses propres besoins jusqu'à sa majorité et à sa sortie de la tutelle de l'État. Bien. Mais il y a une petite minorité d'enfants qui sortent de ce modèle-là, et ce sont les enfants qui sont, alors les sources administratives les désignent par plusieurs termes, ce sont les enfants qui sont placés sous réserve de tutelle. On voit aussi parfois le terme qui apparaît dès l'époque de tutelle officieuse. On voit aussi le terme d'enfants placés en vue d'adoption, alors même que, je le rappelle, on est avant 1923, donc c'est
c'est-à-dire en vue d'une adoption sans doute, mais une adoption à la majorité, puisqu'à l'époque, c'est la seule que permet l'état de la législation. Alors, ces enfants placés sous réserve de tutelle, en fait, je vais vous lire comment ils sont définis dans les différents textes administratifs de l'époque. Euh, voilà comment on les évoque dans un rapport de 1875. Donc, vous voyez, on est vraiment au tout début de la Troisième République. Et donc, on nous parle de ces enfants qui ne sont pas envoyés en province, mais qui sont maintenus à Paris, car, je cite le rapport, il n'est pas rare que des personnes charitables, en général sans enfants, veuillent s'attacher à un de nos élèves par les liens de l'affection et de la reconnaissance, dans le but d'arriver plus tard à une adoption. Ces demandes sont examinées avec une sollicitude particulière. Lorsque les renseignements obtenus par une enquête approfondie nous ont paru satisfaisants, nous confions nos élèves aux personnes qui les ont choisis. Nous avons pu faire ainsi des placements très avantageux. Plusieurs même de nos enfants sont appelés plus tard à recueillir de grandes fortunes et à occuper une position sociale que le malheur de leur naissance ne semblait pas leur destiner. Donc, on voit qu'on a affaire là à des demandes très particulières de la part de milieux sociaux apparemment très favorisés et qui ont, alors on ne sait pas si c'est les enfants ou les familles, mais qui ont un traitement de faveur, les deux sans doute, aux yeux de l'administration, puisque quel est ce traitement de faveur? Eh bien, c'est de confier ces enfants, gratuitement cette fois, mais de relâcher de façon assez forte, de relâcher le droit d'exercice de la tutelle et la surveillance, puisque le rapport continue. L'exercice de notre droit de tutelle et de surveillance réclame dans des cas semblables une réserve toute particulière, car très souvent, les parents d'adoption nous imposent, par un sentiment intime de délicatesse et d'égard pour nos enfants, le secret le plus absolu comme clause de leur contrat. Autrement dit, vous avez là une administration jalouse de son pouvoir de tutelle, puisqu'on a bien vu que ça n'était pas dans le commerce des hommes, qui, malgré cela, va estimer que dans certains cas, il est dans l'intérêt de l'enfant, du fait notamment de la grande affection de ses familles charitables, de la destinée peut-être et de la bonne fortune peut-être que leur promet ce placement, de confier des enfants à des familles, parfois dès l'arrivée dans le service, à moins d'un an, jusqu'à leur majorité, sans quasiment ne plus les surveiller. C'est ce qui est dit là, on relâche la surveillance. Et donc en réalité, alors évidemment, il n'y a pas de création par un acte juridique de lien de filiation, donc on n'est pas dans un modèle d'adoption, mais on voit bien comment on relâche quand même, dans certains cas, les devoirs en quelque sorte de surveillance qu'a le tuteur officiel, qui est en l'occurrence ici l'assistance publique. Alors ces placements sous réserve de tutelle, on les voit perdurer en réalité pendant toute la Troisième République, puisque ce qui est assez intéressant, c'est que même la loi de 1923 ne va pas éteindre cette pratique. On va voir juxtaposer les deux pratiques, mais c'est une modalité de placement, certes particulière et qui reste rare, mais qui perdure sur toute la période. Alors, j'insiste quand même, ou j'insiste pas, tout dépend du temps. Le chronomètre me dit de ne pas insister, mais je ne résiste pas quand même à vous lire un autre extrait. Non, mais c'est parce que cette question, enfin, ce qui est quand même intéressant, c'est que la justification de ce relâchement de la surveillance, c'est la nécessité de maintenir le secret pour l'enfant lui-même sur ses origines et en gros de maintenir la fiction que la famille qui l'accueille sous réserve de tutelle est sa vraie famille. Donc c'est pour ça que je ne résiste pas, malgré le chronomètre qui tourne, à vous lire un autre extrait d'un rapport de 1877 cette fois. Un certain nombre de dossiers, il s'agit donc de ces enfants placés sous réserve de tutelle à Paris, ne sont pas remis à notre service de surveillance. Les placements ne sont connus que du directeur de l'assistance et du chef de la division. Donc là, c'est vraiment le directeur de l'assistance, c'est le directeur de l'assistance publique de Paris, c'est-à-dire c'est celui qui gère tout. Il gère les enfants assistés, mais aussi les aliénés, les malades, etc. Donc il est quand même assez loin de la gestion du service, mais il n'y a que lui qui connaît la liste de ces placements. Et on nous dit, les enfants n'y sont jamais visités afin d'éviter jusqu'à l'ombre d'une indiscrétion qui serait fatale pour eux et mettrait au désespoir leurs parents d'adoption. Et puis, plus loin, on a, dans un autre rapport, une manifestation un satisfecit que l'administration se donne à elle-même en citant un cas
cette pupille qui a été placée sous réserve de tutelle vient de se marier d'une manière brillante, donc là, l'accès à la fortune a réussi, et, comble de la réussite du placement sous réserve de tutelle, elle ignore complètement le secret de son origine et croit que ses parents sont ses vrais parents. C'est écrit comme ça, ce qui est assez curieux, mais il faut comprendre, ses parents, vous avez compris. Bien. Et le chronomètre et votre sagacité me fait que je n'insiste pas. Voilà, donc je voulais, mais oui, voilà. Je vais accélérer un petit peu parce que voilà donc des pratiques, vous voyez, qui sont des pratiques à la fois dans la présentation du modèle éducatif nourricier, on parle d'adoption, mais aussi on a des pratiques qui, d'une certaine manière, tendent à accorder sans la sanction évidemment de la filiation juridique, ce qui n'est pas rien, mais à accorder des privilèges à certaines familles en mal d'enfants qui les réclament par le biais de ces placements sous réserve de tutelle. Bien, alors j'en viens maintenant, il est temps, aux effets que va avoir la loi du 19 juin 1923 qui permet enfin l'adoption de mineurs. Alors, est-ce que ça change des choses dans la pratique de l'assistance publique? Là où j'ai été assez frappé, moi, quand j'ai abordé cette question, que je connais pas très bien, enfin, je veux dire, c'était pas au cœur de mes préoccupations d'historien, et c'est les travaux de collègues, en particulier d'Yves Dénéchère, et les projets qui ont pu se monter autour de cette question, qui ont fait que j'ai repris à nouveau frais tous les dossiers d'enfants assistés, que j'étudiais moi essentiellement pour comprendre les causes de l'abandon, hein, et le profil des mères qui abandonnaient, en cherchant hein, justement ces traces de l'effet de la loi de 1923 sur l'adoption, sur ces enfants et sur les pratiques de l'administration. Et alors, qu'est-ce qu'on constate? Et c'est ce qui m'a frappé, je le disais, c'est le très faible nombre d'adoptions de pupilles de l'assistance publique de Paris entre 1923 et 1940. Vous avez, si je vous donne rapidement quelques chiffres, mais pour aller vite, vous avez en gros jusqu'en 1923 les placements sous réserve de tutelle qui sont entre 15 et 40 par an, donc les placements sous réserve de tutelle, ou placements en vue d'adoption au sens adoption de majeur, entre 15 et 30, 35. Et puis, à partir de 1923, vous avez, dès l'année 1924, un pic d'adoption de pupilles de la Seine, du département de la Seine. On est quasiment à 60. Puis ensuite, ça descend lentement, et puis ça se stabilise là aussi, autour de 35 en moyenne par an, 35 adoptions d'enfants, enfin de pupilles de la Seine. Et on reste à peu près dans le même ordre de grandeur pour les placements sous réserve de tutelle, quand je vous disais que la pratique perdure. Alors même que, on va le voir, si on s'en tient aux chiffres bruts, on a l'impression que les enfants adoptables, entre guillemets, sont en plus grand nombre que ça. Je veux dire, la population que gère l'assistance publique de Paris lui permettrait, en théorie, de confier bien plus d'enfants à des parents adoptifs. Alors, pourquoi ce faible nombre? Pourquoi ce faible nombre? C'est d'abord, il faut bien le dire, les réticences de l'assistance publique au départ. On voit dans les rapports que font remonter les directeurs d'agence. Donc, je reviens un instant sur le fonctionnement de l'assistance publique de Paris. Je vous ai dit tout à l'heure que les enfants, dans leur immense majorité, étaient confiés à des familles nourricières à la campagne. Bon. Sur place, vous avez des agences de placement. Donc, dans une cinquantaine de départements en France, il y a une agence de placement qui dépend de l'administration parisienne. Et il y a un directeur d'agence qui, dans sa circonscription d'agence, va recruter les familles nourricières pour placer les pupilles qui sont placées sous sa surveillance. Eh bien, quand on regarde les remontées des directeurs d'agence à partir de l'adoption de la loi de 1923, ils sont assez dubitatifs sur la pratique de l'adoption au sens propre du terme, cette fois, au sens légal du terme. D'abord, il y en a un certain nombre qui pensent que, spontanément, ceux qui devraient être prioritaires pour adopter, ce seraient les nourriciers. Ah oui, les familles nourricières, comme on s'occupe des enfants, il y a un lien qui s'est créé, ça serait en somme toute relativement logique. Mais à ça, deux obstacles. Le premier obstacle, c'est dit là aussi très clairement dans les rapports des directeurs d'agence et dans les rapports de l'administration centrale qui fait chaque année une synthèse,
Deux obstacles. Le premier obstacle, c'est que d'abord, il y a beaucoup de nourriciers qui ne demandent pas à adopter les pupilles dont ils s'occupent. Alors, on peut se livrer à des conjonctures pour essayer de comprendre pourquoi. Bon. Certains, peut-être, ne veulent pas renoncer au salaire qu'il leur est versé, hein, voilà, pour des raisons de capacité économique de la famille, tout simplement. Mais vraisemblablement, alors, c'est vrai que ce sont des familles qui sont des familles très modestes. Et l'obstacle financier, il est peut-être l'éventuelle perte du salaire nourricier, mais il est surtout les frais qu'occasionnent les procédures d'adoption, hein. C'est dit très clairement dans les rapports. Il y a des nourriciers à qui on a demandé s'ils n'allaient pas être candidats éventuellement à adopter le pupille qui leur a été confié depuis quelques années. Et ils disent, mais non, mais ça coûte trop cher, en fait, hein. Les frais de timbre, les frais de procédure, les frais d'acte sont trop élevés. C'est dit très clairement dans les rapports. Euh, l'autre difficulté de l'assistance publique, alors, donc, il y a des réticences qui viennent de l'incompréhension en fait, de la nouvelle loi de la part des directeurs d'agence. Il y a ce problème du côté des candidats potentiels que pourraient être les parents nourriciers. Et puis, il y a un autre problème, c'est que l'assistance publique considère que parmi ces pupilles, les seuls qui peuvent être adoptés, c'est des enfants qui ne sont pas susceptibles d'être un jour réclamés par les familles de naissance. Et donc, ce que l'assistance publique a toujours eu dans ses règlements, des dispositions qui permettaient éventuellement aux familles qui ont abandonné de demander, par voie de recours, sans que l'administration soit tenue de répondre favorablement, évidemment, de demander la remise, la restitution de l'enfant qu'ils ont abandonné. Et du coup, l'administration considère que cette possibilité existe jusqu'à la majorité du pupille. Et donc, comme on ne peut pas contacter les parents pour recueillir leur volonté, pour reprendre les termes de la loi de 1923, quant à l'adoption de l'enfant qu'ils ont abandonné, eh bien, on doit suspendre toute mesure d'adoption de ces enfants lorsque potentiellement le parent de naissance pourrait un jour ou l'autre réclamer l'enfant qu'il a abandonné. Et donc, les seules catégories de pupilles qui sont de ce point de vue-là adoptables, c'est les enfants dont les parents sont morts et dont on sait qu'ils ne pourront pas exercer cette possibilité de demande de remise, donc les orphelins, et d'autre part, les enfants dits trouvés, c'est-à-dire les enfants pour lesquels il n'y a pas eu de reconnaissance officielle, il n'y a pas de lien de filiation avec les parents de naissance qui ont été établis. Et donc, on considère que ceux-là sont des enfants qui ne peuvent pas être pris puisqu'on n'a pas de preuve de filiation avec le parent de naissance. Bien. Ça représente quelques centaines d'enfants admis chaque année, malgré tout. Et donc, on pourrait imaginer que si la totalité de ces enfants trouvés et orphelins faisaient l'objet d'une adoption, on aurait des chiffres plus importants que ceux que je vous ai donnés tout à l'heure. Alors, quand on regarde là, ah oui, c'est 25 minutes, hein, c'est ça. Oui, alors je vais accélérer. Non, mais je pourrais mentir en disant que j'avais presque fini et j'ai bien géré mon temps, mais c'est pas vrai, mais je vais quand même tenir les 25 minutes. Bien. Et donc réticence, pénurie, vous avez compris. Alors, pénurie du côté des enfants adoptables, parce qu'en fait, quand on regarde les exigences des candidats à l'adoption, hein, on peut le voir. Bon, ben, du coup, je ne prends pas le temps de vous lire une lettre de 1924, pourtant très intéressante, mais la censure a gagné. Et donc, je ne vous la lirai pas, mais qu'est-ce qu'on voit? On voit comment les parents, enfin les parents, pardon, les familles qui se portent candidats à l'adoption de pupilles ont des exigences très claires en termes d'âge des enfants. Dans les courriers que j'ai pu retrouver, c'est systématiquement des enfants qui ont entre 2 et 4 ans. Hein, c'est ça l'âge qui intéresse. En termes d'état civil, on va dire, les orphelins ne sont pas intéressants parce que les orphelins ont un nom reconnu à l'état civil et donc les parents qui adopteraient ajouteraient leur nom, mais ça ne convient pas apparemment. Ce qu'on voit dans les demandes, c'est qu'on veut pouvoir mettre son nom et rien que son nom pour cet enfant qu'on va adopter. Et donc, du coup, il y a beaucoup d'orphelins qui ne sont, de ce point de vue-là, plus des bons candidats. Hein. Donc, il ne nous reste plus que les trouver, mais les trouver avec cette catégorie d'âge. Donc, c'est ça qui explique aussi, sans doute, qu'il y a peu d'adoptions. Alors, l'assistance publique, bah, elle estime qu'il faudrait augmenter ce contingent, hein, au fil du temps, les années passent,
Et l'assistance publique se dit qu'il faut, enfin la direction de l'assistance publique estime qu'il faut essayer d'augmenter ce contingent d'enfants potentiellement adoptables. Et donc, il y a des propositions successives. Alors, je vais du coup prendre le temps de dire deux choses. La première, c'est une proposition qui a lieu en 1929, qui est émise par le Conseil général de la Seine sur la demande de l'assistance publique. Et on voudrait que les parents des enfants abandonnés soient privés de la possibilité de demander à les reprendre lorsqu'ils auront, à dater de l'abandon, laissé écouler un délai de 2 ans sans user de cette possibilité. Vous voyez, ça serait une manière d'éteindre la possibilité de reprise, de restitution des enfants, et donc d'élargir, du coup, la population d'enfants potentiellement adoptables selon les critères de l'assistance. Et puis, on va un peu plus loin l'année suivante, en 1930, puisque cette fois, la demande qui est faite par l'assistance publique, c'est que, à nouveau, la faculté de demander la remise de l'enfant abandonné ne soit laissée aux parents ne soit laissée aux parents s'ils n'ont pas laissé s'écouler plus de 2 ans sans avoir pris des nouvelles, cette fois, du pupille. Donc, vous voyez, on essaye encore plus d'élargir. Et malheureusement, enfin, aux yeux de l'assistance, elle n'obtient pas gain de cause. Je termine en vous disant que il faut aussi mettre parmi les explications de ce faible nombre d'adoptions jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à la fin des années 30. On doit aussi le mettre au compte de ce que l'assistance publique a parfois, certes, à des moments, elle essaie d'encourager le mouvement, et puis on sent qu'il y a des moments de plus grande prudence, notamment dus à des échecs d'adoption. Là encore, j'ai été frappé par le nombre relativement grand d'enfants de pupilles qui, après avoir été adoptés, sont rendus à l'assistance publique parce que finalement, les parents adoptifs considèrent que c'était une mauvaise idée ou que l'enfant n'est pas celui dont ils avaient rêvé. Et là, juste, je terminerai, mais c'est vraiment, je m'y tiens, en citant juste un cas un dossier qui me semble tout à fait intéressant à cet égard. Et n'oubliez pas le micro, du coup. Ah oui, alors, Voilà. pardon. Merci. Donc, c'est une petite fille qui est abandonnée à l'âge de 15 jours en février 1923. Et elle fait l'objet de la part d'un couple qui est bien sous tout rapport, enfin qui remplit tous les critères. Donc, ils ont une soixantaine d'années. Lui est officier de la Légion d'honneur. Ils ont des revenus importants. Bref, ils ont l'air d'être, à tout point de vue, moral, financier, matériel, tout à fait. Enfin, ils ont l'air de convenir. Bien. Et donc, la procédure s'enclenche. Et au cours de la procédure, avant même que le jugement d'adoption n'ait été rendu, ils écrivent au directeur de l'assistance publique, 13 octobre 1938, Berthe, elle s'appelle Berthe, la petite fille en question, a un caractère difficile, emporté, elle n'en fait qu'à sa tête, nous renonçons à l'adopter. La fillette est retirée de son placement. Elle a été placée chez eux en vue d'adoption. Elle est retirée, et puis ils sont convoqués quelques jours plus tard. Et là, compte rendu rapide de l'entretien, les époux H, donc les candidats à l'adoption de cette petite, disent avoir renoncé à l'adoption dans un moment d'emportement et désirent que la procédure d'adoption reprenne finalement. Donc, on remet la machine en route, et puis finalement, l'acte d'adoption est homologué jusqu'à ce qu'en 1942, à nouveau, les époux H contactent l'assistance publique et se plaignent du caractère difficile de l'ancienne pupille. Ils parlent de ses vols, de ses fugues, et décident de la rendre à l'assistance publique, dit la note de l'employé qui les a reçus. En réalité, ils signent une déclaration formelle d'abandon. Bref, ces échecs-là, pas si nombreux que ça, mais quand vous en avez dans une année, quand vous en avez 4 ou 5, ce que moi j'ai pu constater comme statistiquement relativement valable, alors même qu'il y a eu dans la même année pour les pupilles une trentaine ou une quarantaine d'adoptions qui ont été prononcées, bah, c'est un ratio qui effraie à certains moments l'assistance publique. Alors elle va se convertir complètement à l'adoption, et finalement tout semble bien se passer à partir de la fin des années 30,
puisqu'il y a eu le décret-loi de 1939 qui permet la légitimation adoptive, qui change la donne en matière de pratique adoptive. Mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, l'assistance publique n'a plus ou de moins en moins d'enfants qu'elle pourrait faire adopter, alors même qu'elle a obtenu gain de cause du point de vue législatif et réglementaire, pour la bonne et simple raison qu'elle a de moins en moins d'enfants jeunes et de plus en plus d'enfants âgés. Les enfants qu'on appelle les moralement abandonnés en particulier, c'est-à-dire ces enfants qui sont placés par les tribunaux à la suite de la déchéance des parents, et ceux-là, ils sont trop âgés et personne n'en veut. Voilà, pardon, je suis désolé d'avoir été trop long et de terminer sur cette phrase un peu brutale, mais voilà le panorama que je voulais vous présenter.